Non, il y en a qui c'est la même chose. Alors, on va faire ça. Partager. Partager. Maintenant, c'est... d'accord. Alors ici, qu'est-ce qu'on va avoir? Alors, plus, converser, oui. D'accord. Allez, خليها. Maintenant, est-ce que je démarre là? Il y a combien de caméras, on va dire, pour commencer là, mais après, d'accord. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Allez, je fais ça et alors, il y a le micro, il est là, il marche déjà? D'accord. Professeur Yahya, bonjour tout le monde. Vous m'entendez, les étudiants 5e année de traumatologie? Oui, 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 on entend très très bien. Ok, ok, parfait. On va commencer aujourd'hui. Bonjour tout le monde. Good afternoon and welcome to everybody. Aujourd'hui, on va faire les fractures des jambes. C'est une fracture assez fréquente, mais il faut dire que c'est une fracture assez facile à étudier, mais par contre, elle peut poser beaucoup de problèmes, peut-être pas diagnostiques, mais surtout thérapeutiques. Comme vous êtes au courant que la jambe, c'est le segment intermédiaire qui relie la cuisse à la cheville et au pied. Alors, en haut, elle va constituer avec l'extrémité distale du fémur, elle va constituer l'articulation du genou. Et en bas, par la mortaise bimalléolaire, l'extrémité distale du tibia et de la fibula, avec le talus, ce qu'on appelait autrefois l'astragale, elle va former la cheville. Et entre ces deux articulations du membre inférieur, il y a le segment jambier, et là, il y a deux os. Il y a le tibia, qui est de loin le plus important, et la fibula ou le péroné, qui se situe sur la face externe du tibia et qui a un rôle de tuteur. Il est important sur plusieurs titres et pour une importance surtout thérapeutique. Alors, on peut avoir des fractures qui intéressent le tibia, mais on peut aussi avoir des fractures qui intéressent le tibia et le péroné. On appelle les fractures des deux os de jambe, pardon. Mais on peut avoir aussi des fractures isolées qui peuvent toucher soit le tibia uniquement ou la fibula uniquement. Alors, selon les sièges des traits de fracture, maintenant vous êtes au courant qu'il y a deux sièges, qu'il y a des aspects, qu'il y a des fractures déplacées et non déplacées, qu'il y a des fractures simples, il y a des fractures complexes. Maintenant, vous êtes déjà habitué à ce genre de description pathologique des fractures. Les fractures de jambes sont des fractures extra-articulaires. Ce n'est pas comme les fractures des plateaux tibiaux, par exemple, qui sont des fractures intra-articulaires. Les fractures de jambes sont des fractures extra-articulaires, mais ce sont des fractures diaphysaires. Ces fractures peuvent concerner soit un os, soit les deux os de la jambe. Ces fractures intéressent surtout les sujets de 18 à 40 ans, mais on peut les voir aussi à tout âge, c'est-à-dire chez l'enfant le tout petit et chez le vieillard. L'ensemble de ces fractures de jambes résulte souvent d'une torsion lors de la pratique de sport ou par choc direct,
C'est le cas des accidents de la circulation ou les accidents de travail. Exceptionnellement, on a des fractures isolées du tibia ou de la fibula, du péroné. Mais le plus souvent, ce qui est fréquent quand il y a une fracture, elle intéresse les deux os de la jambe. Les fractures de jambes sont parfois à des niveaux différents, le siège est différent, et il intéresse des points faibles. Ces points faibles au niveau de la jambe sont à l'union du tiers moyen, tiers inférieur du tibia, ce qui explique la prédominance de ces fractures à ce niveau. Alors, dans la pratique, on retrouve beaucoup de fractures qui intéressent, bien entendu, l'union tiers moyen, tiers inférieur. Quand vous avez quelqu'un, un blessé qui a un traumatisme au niveau de la jambe, il faut mener un examen clinique assez rapide et systématique, mais surtout urgent. Pourquoi? Parce que ça survient souvent dans un cadre de polyblessé, de polyfracturé ou de polytraumatisé. Il faut faire préciser le type de l'accident, ça s'est passé où, les circonstances et l'horaire de cet accident. Il faut noter la déformation, les déformations possibles qui peuvent exister en faisant un examen clinique minutieux. On trouve souvent un raccourcissement du membre. On trouve que le pied tombe en rotation externe et on trouve parfois une angulation où le sommet il est soit antérieur, soit interne. Ce qui est intéressant dans les fractures de jambes, il faut se rappeler que le tibia se situe en sous-cutané immédiatement, surtout sa face antéro-interne. L'os, ça veut dire le tibia, est trop superficiel. Et à chaque fois il y a une fracture, soit c'est l'agent extérieur qui vient percuter la jambe, il casse le tibia, il ouvre la peau. Et là, c'est des fractures ouvertes de dehors en dedans. Ça dépend de la souillure de l'objet contendant, mais souvent, c'est des fractures ouvertes avec un grand risque infectieux. Contrairement à ces fractures, il y a des fractures qui sont ouvertes de dedans vers le dehors, c'est-à-dire lors de la fracture, le tibia qui est cassé, qui est fracturé, il va déchirer la peau en regard, et ça c'est une ouverture de dedans vers le dehors. Le degré de souillure est beaucoup moins important, vous comprenez aisément, parce que le tibia à l'intérieur, il est aseptique, il n'est pas infecté, aucun degré de souillure. Il est intéressant, on a dit, de chercher, de préciser, de faire un bilan de l'état cutané, mais il est aussi important de faire un bilan vasculaire. Comment le faire, ce bilan vasculaire? Il faut palper la chaleur et regarder la coloration du pied. Il faut rechercher les poux pédieux et tibiales postérieures. Après ce bilan, il faut passer à l'articulation parce qu'on a dit que la jambe, c'est l'union, c'est ce segment qui relie le genou à la cheville. Il ne faut pas, si on a une fracture très déformée, il ne faut pas qu'on soit dérouté et attiré uniquement par la déformation diaphysaire. Il ne faut pas oublier les articulations sus et sous-jacentes, c'est-à-dire il faut faire un bilan articulaire du genou et de la cheville. Pourquoi? Parce qu'il y a des fractures de jambes, mais on peut aussi avoir des lésions associées qui intéressent la cheville ou le genou. Il faut bien examiner ces articulations, il faut bien rechercher et chercher la présence de douleur sur l'insertion des ligaments, soit au niveau du genou, soit au niveau de la cheville. Parfois, il existe une hémarthrose, c'est-à-dire il y a du sang dans l'articulation, et ceci témoigne d'une lésion ligamentaire intra-articulaire. Après ce bilan, bien sûr, les radios ils vont par la suite confirmer toutes ces fractures, soit articulaires, soit diaphysaires.
Puisque le malade il est entier, il faut respecter cette entité du malade. Il faut faire un bilan général à la recherche d'autres lésions, surtout que ce malade se présente dans un cadre de polyfracturé ou polytraumatisé. On peut avoir plusieurs angulations, plusieurs déformations. Des déformations cliniques, mais on peut les retrouver sur la radiographie. Et là, il faut absolument commencer à avoir des précisions concernant les différentes désaxations. On parle d'un valgus quand on a un axe du tibia qui est ouvert vers l'externe et un varus quand il y a un axe vers l'interne. Quand on voit cette image de profil, la déformation elle peut être à son antérieur et on parle d'un flexum ou on parle aussi, parfois on écrit flexum ou le contraire de ce flexum, on peut avoir un recurvatum. Les déplacements peuvent aussi être pas dans ce sens uniquement, mais on va avoir un raccourcissement par chevauchement des bouts d'os fracturés. C'est-à-dire qu'il y a une fracture, mais il y a un glissement d'un fragment par rapport à l'autre. Ça va raccourcir et ça va faire un chevauchement. Parfois, il y a un trait transversal et là, il y a une rotation, mais surtout du fragment distal par rapport au fragment proximal. Parfois, il y a aussi une autre déformation, un type de translation, c'est-à-dire il y a un trait transversal et le segment distal, il va glisser en translation sous le fragment proximal. Ces déformations, on peut les constater par la clinique, mais surtout confirmées par la radiographie. Si on veut étudier les traits de fracture et les déplacements, vous savez maintenant que le diagnostic de certitude en traumatologie, il est radiographique en faisant des radiographies de jambes, prenant l'articulation sus et sous-jacente, de face et de profil. On peut retrouver plusieurs types de fractures. Les fractures spiroïdes représentent la moitié de ces fractures. Ce sont des fractures par torsion, le plus souvent diaphysaire basse, alignant du tiers moyen tiers inférieur. Le péroné est souvent fracturé, mais le trait de fracture se situe plus haut que le trait du tibia. Parfois, il y a un trait de refend qui peut isoler un troisième fragment en aile de papillon. Et il faut noter par ailleurs qu'il y a des fractures des spires courtes, il y a des fractures spiroïdes longues. Et il faut comprendre que les longues spires sont beaucoup plus stables que les courtes. Voici une spiroïde courte où il y a un déplacement où il faut aller réduire et stabiliser cette fracture. Regardez par contre ici des fractures spiroïdes, mais la spire est beaucoup plus longue. C'est ce genre de fracture qui est plus stable que les autres. Je vous fais remarquer ici qu'il y a une fracture du tibia spiroïde, mais le péroné est intègre. C'est-à-dire ici la fracture a intéressé un seul os de la jambe, en l'occurrence le tibia. Le deuxième exemple, c'est les fractures avec un troisième fragment en aile de papillon. Il y a une spire mais qui détache un autre petit fragment sur un côté, soit antérieur, soit interne, ça dépend. Regardez ici qu'il y a une fracture du tibia, mais il y a aussi une fracture du péroné. Alors ici, il y a un phénomène de torsion. Et je vous fais remarquer aussi que la fracture du péroné est située plus haut que le trait du tibia. Dans les fractures de jambes, il y a une entité on a parlé déjà de cette entité. Il y a les fractures bifocales ou les fractures à double étage. Il y a deux foyers fracturaires, un proximal et un distal.
et entre les deux, il y a un fragment intermédiaire et justement ce fragment intermédiaire risque d'être nécrosé, il risque de se nécroser par la suite. C'est une fracture bifocale. B, ça veut dire deux, et focale, deux foyers de fracture. Parfois, la fracture est beaucoup plus complexe si elle intéresse la jambe, le tibia ou le péroné ou les deux, comme le cas de ces fractures. Mais là, la fracture, elle est bifocale au niveau du tibia. Alors, on peut avoir toutes les descriptions anatomopathologiques, c'est-à-dire sur un des foyers, on peut avoir un foyer simple et l'autre simple, on peut avoir un foyer simple et l'autre complexe, on peut avoir un foyer complexe et l'autre complexe. Toutes les formes peuvent se dégager dans ces fractures à double étage ou bifocales. Il y a après les fractures complexes, il y a les fractures communicatives. Les fractures communicatives résultent d'un traumatisme de haute énergie et elles s'accompagnent, ces fractures-là, de lésions des parties molles. Ces fractures sont très très instables parce que c'est très communicatif. Il y a de multitudes de petits fragments qui contribuent à l'instabilité de ces fractures. Si on traite ces fractures, bien sûr, ils vont consolider. La règle générale, c'est que la majorité de ces fractures consolident en 2 à 3 mois chez l'adulte. Mais ces fractures, quand elles concernent l'enfant, elles prennent 4 à 6 semaines, 8 semaines, c'est-à-dire pas 3 mois. On parle de retard de consolidation au 4e mois, mais s'il n'y a pas de signe d'apparition de cale périphérique, mais si on fait une radio à 10 mois ou à 11 mois et on ne trouve pas de consolidation, on parle d'une pseudarthrose, c'est la non-consolidation. Puisqu'on a dit que la situation du tibia est sous-cutanée, il y a une entité qui se dégage. Il y a les fractures fermées, mais il y a aussi les fractures ouvertes où l'ouverture cutanée est souvent présente dans ce genre de traumatisme. L'ouverture cutanée entraîne une communication entre le foyer de fracture et le monde extérieur. Cet état peut entraîner un risque d'infection. L'infection qui est une complication grave. Le risque est lié au degré de septicité de cette plaie, c'est-à-dire c'est le degré de souillure. Parfois, on trouve une fracture ouverte, mais le malade arrive avec une souillure type, on trouve de la terre, des débris de verre, des débris d'aluminium, des débris, c'est-à-dire c'est une souillure extrême. Au-delà de 6 heures écoulées depuis l'accident, on va avoir une pullulation microbienne qui est importante et elle expose justement le malade à une infection. Quand on traite ce genre de malade, bien sûr, il y a des principes en présence d'une ouverture cutanée. Le traitement, bien entendu, doit être urgent et il repose sur 4 principes. Puisque le risque majeur, c'est l'infection, il faut traiter et lutter contre l'infection en instaurant, en démarrant des antibiotiques en urgence. On met généralement la pénicilline et le flagyl et on met du sérum ou on fait une prophylaxie du tétanos. On fait un parage chirurgical de la plaie sous anesthésie, c'est-à-dire on admet le malade au bloc opératoire. On va exciser les parties cutanées ou musculaires nécrosées ou susceptibles d'être nécrosées, bien sûr sous anesthésie générale, et on enlève bien sûr tous les corps étrangers. Il faut, si nécessaire, exciser les aponevroses, les muscles contus ou délacérés. À partir de ce parage, il faut situer le malade, il faut le refermer. Et là, il y a des situations différentes. La classification de Cauchois et du Parc classe ces plaies en 3 types. Le type 1, quand je fais un parage, je trouve une plaie punctiforme ou linéaire, à bord net, facile à situer.
Je dis que c'est une fracture ouverte type 1 de Cauchois et du Parc. Le type 2, je fais un parage, je trouve une plaie à bord déchiquetée, j'essaye de suturer, elle est difficilement suturable. Le type 3, quand il y a une grande perte de substance cutanée où la fermeture est impossible, et dans ce cas par la suite, je suis obligé de faire une couverture par peau libre ou par lambeau, c'est-à-dire la peau est partie, il faut faire une greffe de peau, une greffe cutanée par la suite. La suture cutanée, il ne faut pas la faire bien entendu sous tension, il faut la faire sans tension. Et s'il n'y a pas possibilité de fermeture, il faut la laisser soit en cicatrisation dirigée ou bien encore il faut la greffer par la suite. Quand on aura fait tout ça, il faut immobiliser la fracture. Et quand on a des fractures de type 2 et 3, généralement, on fait un fixateur externe. Là, c'est une fracture de jambe type 1, ouverte type 1 de Cauchois et du Parc, qui a été traitée par un enclouage centromédulaire. Le type 1, quand je ferme, il n'y a aucun problème. Je peux la considérer comme une fracture fermée. Pourquoi? Parce que c'est une plaie soit punctiforme, c'est un petit point, ou bien linéaire, et je la suture sans problème. Par contre, dans les types 2 de Cauchois et du Parc, l'ouverture est importante, il y a beaucoup de dégâts cutanés musculaires. Et là, dans ce cas, j'essaye de fermer dans la mesure du possible. Je reste pour une cicatrisation dirigée ou pour un recouvrement cutané par la suite. Mais par contre, l'immobilisation, la fixation, je la fais avec un matériel externe. Je ne fais pas une synthèse intramédulaire ou interne, généralement ce qu'on appelle le fixateur externe. Vous êtes au courant maintenant qu'il y a beaucoup de fixateurs externes, plusieurs types, et ça dépend ce qu'on utilise quand on a un malade comme ça. Je vous remercie et si vous avez des questions, je vous écoute, soit poser ou écrire des questions. Je sais qu'il y a beaucoup de questions là. Alors, vous m'entendez là Vous m'entendez? Alors, je reçois la première question. Quelle est la conduite à tenir devant une infection sur fixateur externe? Ah, c'est une belle question, mais c'est une grande question aussi, hein. Alors, quand on a une fracture ouverte de type 3, par exemple, je vais la traiter par une ostéosynthèse externe. Je fais le parage, je fais tout. Le fixateur externe, il me permet de gérer, de bien gérer cette ouverture cutanée, c'est-à-dire elle va me permettre de placer une greffe de peau. Mais par contre, effectivement, s'il y a une infection, il faut bien sûr un traitement médical, mais surtout un traitement chirurgical. Il faut aller faire ce qu'on appelle les mises à plat, c'est-à-dire il faut aller nettoyer tout ce qui est à l'intérieur. Il faut nettoyer les fiches du fixateur externe. Il faut continuer, bien sûr, le traitement antibiotique. Si ça va vers une bonne évolution, on s'arrête et on couvre la jambe par une greffe de peau. Sinon, on va faire ce qu'on appelle les traitements des infections osseuses. Là, il faut faire des greffes osseuses par la suite. La fracture, alors la deuxième question qui vient de Yasmine, je n'ai pas compris la fracture spiroïde. Alors la spire, alors c'est une fracture qui fait une spire حاجة حلزونية.
quand on prend quelque chose entre les mains et on tourne à droite et on tourne à gauche. Ça va casser, mais ça va faire quelque chose de spirale. C'est comme une spirale. Et les fractures spiroïdes, soit la spire, elle est courte, c'est-à-dire elle fait 1 centimètre. Parfois, elle est très longue, elle fait une grande spire de 10-15 centimètres. C'est ça la spire. Alors, il faut essayer de prendre quelque chose entre les mains, quelque chose entre les mains et faire une rotation dans les deux sens et vous aurez bien entendu cette spire. Alors, si vous voulez, je reviens sur je reviens sur l'image. Voilà. Est-ce que vous voyez la radio? Merci de me confirmer. Vous regardez la radio ou pas? Alors, la fracture spiroïde ici, alors j'attire votre attention que parfois les petites spires, on les appelle aussi des fractures obliques. Alors, oblique, c'est dans un seul plan, c'est-à-dire je vois de face et je vois une obliquité. L'obliquité, c'est dans un seul plan. Mais on sait pertinemment que ce n'est pas un seul plan. En tridimensionnaire, c'est une spire qui intéresse, qui est ascendante et qui touche pas un seul plan, mais les deux, les trois plans. Par contre, si je vois ici, regardez la spire sur la radio de face, oui, je vous dis, c'est une oblique très longue, mais c'est une spiroïde, c'est une spire très longue. C'est la différence entre, par exemple, regardez ici, le trait, il est transversal. Là aussi, c'est une fracture spiroïde. Là, c'est une spiroïde, mais elle est complexe, elle détache déjà un autre fragment. Là, regardez ici, c'est une fracture bifocale. Le foyer fracturaire proximal, il est spiroïde. Et le plus bas, le distal, le foyer, la fracture distale, elle est spiroïde ou transverso-oblique, mais elle est complexe. En haut, elle est simple et en bas, elle est complexe. Regardez ici, par exemple, là, le foyer proximal, il est vraiment oblique. Hein? Mais quand on le voit ici sur le profil, on sait que c'est une spire. Elle est courte, ok, mais c'est une spire. Je vous cherche autre chose. J'ai pas cette radio. On avance. Pratiquement, une autre question. Pratiquement, où est-ce qu'elle est là? Alors, pratiquement, attendez-moi. Pratiquement, quelle est la différence entre le cal vicieux et la pseudarthrose? Le cal vicieux, il y a une consolidation, mais elle est vicieuse, c'est-à-dire il y a elle ne respecte pas l'anatomie habituelle. Mais il y a un cal osseux, mais la position dans laquelle l'os a consolidé n'est pas normale, elle est vicieuse. Par contre, la pseudarthrose, c'est la non-consolidation. Il n'y a pas de cal osseux. On voit qu'il y a un vide. C'est comme une fracture qui reste 10 mois. C'est le même aspect, un peu différent, mais il n'y a pas de cal. Par contre, le cal vicieux, il y a une consolidation, mais elle n'est pas dans le bon sens. Elle ne respecte pas l'anatomie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Au cours de l'examen clinique, on recherche la présence du poupillieux et tibial. C'est par rapport au syndrome de Loge. Non, c'est par rapport à éliminer une atteinte vasculaire. Parce que quand il y a une fracture, quand il y a un objet contondant, il va frapper la jambe, il va casser, il va ouvrir la peau, il va casser le tibia et peut-être il va couper l'artère tibiale postérieure, antérieure ou fibulaire. Et là, si je palpe le bout tibial postérieur qui se situe en arrière de la malléole interne, je ne le trouve pas, je sais que c'est une fracture compliquée de rupture du tibial postérieur. Par exemple, la fracture s'est produite à l'intérieur et un bout d'os qui est totalement tranchant, il va couper l'artère tibiale antérieure. Et là, si je vais prendre le pot pidieux, je ne le trouve pas. Là, je sais que c'est une fracture avec rupture
de la tibiale antérieure. L'hypo, c'est pour vérifier s'il n'y a pas une lésion vasculaire. Par contre, le syndrome de Loge, là, c'est autre chose, c'est un autre examen. On trouve des bouts, des orteils gonflés avec une ischémie, avec une froideur, avec réduction de la mobilité, avec une douleur atroce. C'est ça les syndromes de Loge, parce qu'il y a des loges. Les loges, c'est quoi? Alors les loges, c'est les muscles, chaque deux, trois muscles, les groupes musculaires sont dans des aponévroses. L'aponévrose, c'est des enveloppes qui regroupent deux ou trois muscles. Et c'est des tissus fibreux inextensibles. Quand il y a une augmentation de la pression dans cette loge, c'est une loge, c'est là où ça va faire le syndrome de Volkmann. Alors, au pied, au membre inférieur, on l'appelle souvent un syndrome de loge. Sur le membre supérieur, on continue à l'appeler le syndrome de Volkmann. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous êtes satisfait? Répondez-moi s'il vous plaît. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous lâche, je vous laisse respirer et j'aurai le plaisir de vous revoir la prochaine fois en orthopédie, online, mais surtout avec un grand plaisir de vous revoir après les vacances aussi, hein. Mais travaillez, continuez à assister, il faut encourager vos collègues à être présents maintenant comme ça dans les présentations, ça va défrichir, ça va ouvrir, même si on ne comprend pas à 100%, mais on a déjà une idée, ça va nous permettre... oui, allez poser la dernière question. Ça va vous permettre d'avoir des questions qu'il faut poser peut-être la prochaine fois en présentiel. La dernière question, alors les particularités de la fracture chez l'enfant. Alors chez l'enfant, elle est aussi fréquente par rapport aux autres fractures de l'enfant, mais par contre, le traitement est souvent orthopédique. Souvent, de 0 à 7 ans, le traitement est orthopédique. Il faut bien sûr, quand il y a une fracture déplacée, il faut la réduire et la mettre dans un plâtre, c'est-à-dire une contention plâtrée. À partir de 10 ans, on les opère, on met un embrochage descendant généralement, on ne met pas de clous, souvent on ne met pas de plaque vissée, ça ne sert à rien. Entre 7 et 10 ans, c'est cas par cas en fonction de est-ce qu'il y a l'enfant est grand, est-ce qu'il est de petite taille, est-ce qu'elle a une bonne assiduité ou pas, est-ce qu'elle est ouverte ou pas. C'est en fonction des cas. Inférieur à 7 ans, traitement orthopédique. Plus de 10 ans, traitement chirurgical par embrochage. Entre 7 et 10 ans, mitch, c'est en fonction des cas. La deuxième particularité, c'est des fractures où la réduction anatomique n'est pas obligatoire. Pourquoi? Parce qu'il y a le remodelage et c'est la croissance qui va venir, bien sûr, régler les problèmes des petites imperfections. On ne tolère plus la rotation dans les fractures des imperfections, c'est-à-dire je fais une réduction, même s'il y a une petite angulation de 5-10 degrés, c'est facile, ça va se rattraper. Mais s'il y a un trouble rotatoire, c'est-à-dire que le segment distal il tourne en rotation externe, là c'est interdit de tolérer ça. Alors la contention et la consolidation survient après généralement 6 semaines, mais pas 3 mois. C'est-à-dire que chez l'enfant, théoriquement, on ne garde pas beaucoup de séquelles et ça consolide le pronostic. Vous comprenez aisément qu'il est plus favorable que l'adulte. L'adulte, bien entendu, il faut avoir des réductions anatomiques avec une synthèse beaucoup plus solide. Voilà chez l'enfant. Quelle est la conduite à tenir devant le syndrome des loges? On ampute? Non, pas d'emblée, de toutes les manières.
Mais quand il y a déjà une contention, il faut rapidement hospitaliser le malade, il faut enlever le plâtre, il faut surélever le membre, il faut mettre des anti-inflammatoires dentalgiques pour essayer de calmer la douleur et voir si la régression, une régression des phénomènes douloureux de l'œdème, on continue la surveillance. Et s'il y a par contre une aggravation, là on fait une aponevrotomie puisqu'il y a une grande pression dans ces loges musculaires. Il faut ouvrir ces loges, il faut ouvrir les aponevroses pour permettre une décompression de ces loges musculaires. Alors souvent, on s'arrête à ce niveau, tout va bien, mais parfois, on attrape le malade très en retard et à ce moment-là, il y a des signes d'ischémie. On commence à voir une nécrose distale au niveau des orteils, au niveau du pied et malheureusement, parfois, on arrive à l'amputation sur une nécrose. Ceci dit, c'est très très important de surveiller un plâtre. Quand on a une fracture, on met un plâtre. On ne va pas envoyer le malade chez lui en lui disant ça y est, c'est guéri, c'est réglé, ton problème est réglé pour de bon. Non, il faut l'admettre, il faut le surveiller. Il faut surveiller la coloration des orteils, l'œdème, la coloration, la froideur, la mobilité. Si tout va bien, on l'envoie chez lui. S'il y a le moindre petit problème, il faut ouvrir la contention et il faut agir en fonction de l'évolution. C'est très très important et parfois c'est des situations dramatiques quand on fait une fracture de jambe pas très déplacée, on met un plâtre et la survenue d'un syndrome de loge et on aboutira à une amputation de jambe et ça c'est très très grave. C'est un accident redoutable et redouté par l'orthopédiste. Alors, un plâtre, ça se surveille, c'est extrêmement important. C'est une responsabilité médicale importante. Il faut absolument l'assumer, il faut être conscient par rapport à ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, merci, merci. Alors, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de questions. Fait des fractures sans sang à la froideur au niveau des membres à l'hiver. Est-ce qu'il y a une réponse médicale ou bien par Alors là, alors, il y a une question qui se pose. Il y a des gens qui ont eu des fractures de jambes et après, bien sûr, ils vont reprendre la marche, ils vont jouer au ballon, mais ils ont des plaintes. Alors, on nous dit, ils reviennent nous voir, écoutez, docteur, écoutez, professeur, moi, tout est guéri, je joue au football, mais finalement, quand il y a, pendant l'hiver, j'ai des douleurs climatiques en relation avec le froid. Oui, c'est vrai, ça, c'est une plainte rapportée par des malades qui ont eu des fractures, pas de jambes, bah, c'est même ailleurs aussi. C'est ce qu'on appelle des fractures climatiques. Alors, ça existe, il faut mettre des traitements anti-inflammatoires, il faut bien se couvrir, il faut accepter la douleur. C'est décrit, on ne sait pas pourquoi. Et pourquoi ça survient chez des gens et non pas chez d'autres. On les appelle les douleurs climatiques. Any question? Any question? Je vous remercie et je vous retrouve la prochaine fois avec un grand plaisir. Bon fin de journée. À très bientôt.